Ce dîner à Boulder a marqué le moment où j'ai enfin compris comment ma famille me percevait réellement. Une vérité que j'avais tenté d'ignorer pendant des années. Je m'appelle Marina Shields, et ce qui aurait dû être un simple repas de famille s'est transformé en une soirée qui a tout changé. La table était pleine et les conversations animées. Pourtant, presque toutes les histoires tournaient autour de mon frère aîné, qui avait passé l'année précédente à se vanter de la croissance fulgurante de son entreprise de logistique. J'écoutais en silence ma mère l'interroger sur ses nouveaux contrats et mon père le couvrir d'éloges comme s'il était le seul pilier de l'économie du Colorado. Je restais poli, attendant que la conversation se détourne, espérant que quelqu'un se souvienne que j'étais là pour autre chose que pour acquiescer. Lorsque ma mère s'est enfin tournée vers moi et m'a demandé comment se passait mon travail, j'ai à peine terminé ma première phrase que mon frère s'est adossé. Harry a lâché une remarque plus cinglante qu'il ne l'avait sans doute voulu. Il a dit que ma carrière ne valait même pas un sou. Ma mère a ri comme si c'était la blague la plus drôle qu'elle ait entendue de toute la semaine, et mon père a hoché la tête, amusé. J'ai souri pour me contenir, j'ai posé ma fourchette et j'ai mangé mon dessert en silence. Puis je me suis levé, je leur ai souhaité bonne nuit et je suis sorti sans me retourner. Aucun d'eux n'imaginait que les mots prononcés à la légère ce soir-là allaient entrer un jour d'une manière inimaginable. 2 ans plus tard, cette même phrase referait surface, mais cette fois, elle ne me serait pas adressée. Si vous vous êtes déjà senti que ignoré que ou mis que à l'écart au sein de votre famille, suivez-moi dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Ce soir-là, en entrant dans mon petit appartement et en posant mes clés sur la table, le silence m'a envahi d'un poids qui rendait chaque pensée plus aiguë que pendant le trajet du retour. Je suis resté immobile un instant, essayant de reprendre mon souffle, sachant que si je laissais ce poids m'envahir, il m'entraînerait dans un endroit où je ne pourrais pas rester. Je me suis rappelé que le travail reprendrait son rythme habituel le lendemain matin, et j'avais plus que jamais besoin de ce sentiment d'utilité après le dîner que je venais d'endurer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et passé en revue les tâches qui m'attendaient à l'association, espérant que cette structure apaiserait mon angoisse. Le lendemain, les familles allaient et venaient à notre bureau, chacune ayant besoin d'aide à sa manière. Aider une mère à organiser les documents d'inscription scolaire et guider un couple de personnes âgées à remplir un formulaire d'aide sociale m'a procuré une stabilité que je connaissais rarement chez moi. Je suis resté tard pour terminer les papiers, et au moment où je fermais l'ordinateur, mon téléphone a vibré, un message de ma mère. Elle m'avait envoyé un lien vers un article d'un journal local qui mentionnait l'entreprise de mon frère, suivi d'un mot sur sa fierté. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, et l'absence de la moindre question a accentué la distance entre nous. J'ai écrit une réponse courte et polie, disant que j'étais contente qu'il aille bien, même si les mots me semblaient vides de sens dès que j'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai posé mon téléphone et me suis adossée, consciente que je ne pouvais plus attendre l'approbation de ma famille, une quête sans fin. Si je voulais du changement, je devais le provoquer moi-même. Plus tard dans la soirée, j'ai commencé à chercher des formations pour développer mes compétences en leadership. J'ai trouvé plusieurs options compatibles avec mon emploi du temps et, en les comparant, j'ai senti une détermination grandir lentement mais sûrement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel élan, et l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau m'a insufflé une énergie qui me manquait. Le lendemain après-midi, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Peyton Clark, dans un café près de chez moi. Peyton m'a écouté patiemment raconter le dîner et comment la conversation m'avait fait me sentir invisible. Elle m'a rappelé que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de qui que ce soit et que la meilleure chose à faire était d'investir dans mon avenir. Ces paroles rassurantes m'ont aidé à apaiser la tension qui me pesait depuis cette soirée, et nous avons discuté des objectifs que je souhaitais atteindre. Une semaine plus tard, j'étais inscrite à une formation en management qui exigeait plusieurs heures d'études chaque soir. Certains soirs, je restais éveillé plus tard que prévu, révisant mes leçons tandis que la ville s'assombrissait. La charge de travail était importante, mais chaque tâche accomplie me confortait dans l'idée que j'étais enfin sur la bonne voie. Après quelques semaines de progrès constant, j'ai préparé mon CV et postulé auprès d'une grande association à but non lucratif de Chicago. Déposer cette candidature, c'était comme prendre un engagement concret envers l'avenir, un engagement porteur d'un espoir que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis longtemps. 3 mois plus tard, un courriel de Chicago est apparu en haut de ma boîte de réception. L'objet était si simple que j'ai eu besoin d'un instant pour me recentrer avant de l'ouvrir. J'ai relu la première phrase 2 fois, tant les mots semblaient irréels et étrangement légers après tant de nuits de préparation. On me félicitait pour le poste et on me demandait de confirmer ma date d'embauche, ce que je fis presque aussitôt, mes mains tremblant d'un mélange de soulagement et d'incrédulité. Je suis resté immobile quelques minutes, laissant la nouvelle faire son chemin, jusqu'à ce que l'excitation me pousse enfin à appeler mes parents. Leur réaction m'a bien plus surprise que ma propre réussite.
Maman m'a dit qu'elle était occupée à organiser quelque chose pour le week-end, mais m'a souhaité bonne chance d'un ton qui laissait entendre qu'elle cherchait déjà un autre sujet de conversation avant même que j'aie fini de parler. Papa m'a conseillé de continuer à travailler dur, car le monde du travail est parfois imprévisible. Après qu'ils aient raccroché, je suis resté un instant au téléphone, me demandant pourquoi j'avais espéré une telle chaleur humaine, qui ne semblait jamais venir quand j'en avais besoin. Plus tard dans la soirée, un message de mon frère Cole est apparu. Il avait entendu la nouvelle de maman dans leur groupe de discussion familiale. Son message était empreint de cette assurance qui le caractérisait, une assurance forgée par des années de compliments pour des réussites qui éclipsaient tout ce que j'avais pu accomplir. Il écrivait que Chicago était une ville difficile et laissait entendre que je ne tiendrais pas longtemps dans un environnement compétitif, rempli de personnes plus expérimentées et mieux connectées. Je n'ai pas répondu, car toute réponse n'aurait fait qu'alimenter une nouvelle salve de remarques condescendantes déguisées en conseils fraternels. J'ai donc fermé mon téléphone et repris ma liste de choses à faire, déterminé à me concentrer sur ce qui était enfin à ma portée. Je suis arrivé à Chicago 2 semaines plus tard et me suis installé dans une petite chambre près du bureau. L'appartement était simple mais suffisamment calme pour me permettre de me ressourcer chaque soir après de longues séances d'entraînement. La ville était radicalement différente de Boulder, et il me fallait du temps pour m'habituer au rythme effréné des trains, aux trottoirs étroits et à l'énergie qui semblait émaner de chaque immeuble. Pourtant, l'effervescence des rues m'inspirait un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chaque matin, j'allais travailler avec une confiance hésitante, un carnet rempli d'idées en main, espérant qu'elles me seraient utiles une fois que je maîtriserais mieux mon rôle. Durant le premier mois, j'ai étudié les processus de mon service et n'hésitais pas à poser des questions lorsque j'avais du mal à comprendre une procédure. Mon responsable a remarqué mes efforts et sollicitait parfois mon avis lors des réunions d'équipe. La première fois, j'ai ressenti une reconnaissance soudaine qui a persisté longtemps après la fin de la réunion. Je me suis porté volontaire pour un projet complexe impliquant la coordination de plusieurs équipes, une responsabilité qui m'angoissait autant qu'elle m'enthousiasmait, car je voulais prouver que mon embauche n'était pas une erreur. Le projet exigeait des nuits blanches, une planification méticuleuse et une communication constante. Pourtant, je me suis surprise à m'épanouir sous cette pression. À la fin du 2e mois, mon supérieur a programmé une brève réunion pour faire le point sur mon avancement. Il a salué mon initiative et a affirmé croire en mon potentiel de progression si je maintenais ce niveau de régularité. Ses paroles, fermes et sincères, avaient plus de poids que n'importe quel compliment reçu de ma famille depuis des années. En quittant le bureau cet après-midi-là, j'ai flâné dans la ville et réalisé qu'une nouvelle vie commençait à se dessiner, sans l'approbation dont j'avais cru avoir besoin. L'avenir restait incertain. Mais pour la première fois, j'avais le sentiment d'appartenir à ce futur que je construisais. 1 an plus tard, une invitation à une réunion est apparue à mon agenda à une heure inattendue, suscitant une anticipation qui m'a accompagné jusqu'à la salle de conférence où mon supérieur m'attendait, une enveloppe scellée soigneusement posée au centre de la table. Il m'a invité à m'asseoir, puis, d'un ton calme empreint d'une formalité inhabituelle, il m'a expliqué que le conseil d'administration avait examiné mon travail dans la région de Chicago et était convaincu que j'étais prêt à assumer davantage de responsabilités. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table et a attendu que je l'ouvre, révélant la lettre qui me nommait officiellement chef de projet régional. Mes mains se sont empourprées à la lecture de chaque ligne, réalisant que ce rôle me donnerait autorité sur les décisions relatives au personnel, l'allocation des budgets et l'orientation stratégique des programmes que j'avais soutenus au cours de l'année écoulée. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu au bureau, et des collègues avec lesquels j'avais à peine échangé m'ont félicité dans le couloir. On plaisantait sur mon âge, disant que j'étais peut-être le plus jeune de notre secteur. Pourtant, le respect dans leur voix transformait la pression en motivation plutôt qu'en fardeau. J'ai passé les semaines suivantes à m'adapter aux exigences du poste tout en apprenant à diriger une équipe composée de personnes plus âgées et plus expérimentées que moi. Cette responsabilité m'a poussé à évoluer d'une manière inattendue. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un élan qui n'avait rien à voir avec le besoin d'obtenir l'approbation de qui que ce soit en dehors de mon cercle professionnel. À peu près au même moment, des nouvelles de Cole me sont parvenues par l'intermédiaire de proches qui estimaient que je devais rester informé des affaires familiales. Son entreprise de logistique s'était effondrée sous le poids des dettes et des erreurs opérationnelles, et la déclaration de faillite est devenue un sujet de conversation récurrent dans notre famille élargie. Maman insistait sur le fait que le marché avait évolué injustement, répétant que les circonstances étaient indépendantes de sa volonté. Elle parlait comme si toute tentative d'évaluation objective de la situation serait une trahison, et papa n'ajoutait guère plus qu'une remarque discrète sur la conjoncture économique difficile. Leurs réactions m'ont rappelé que la notion de responsabilité était rarement abordée lorsqu'il s'agissait de mon frère,
ce qui rendait la distance émotionnelle entre nous plus nécessaire que jamais. La situation est devenue encore plus surréaliste lorsque j'ai appris avec quelle ferveur maman le défendait en public, comme si le monde entier s'était ligué contre lui. Elle évitait de reconnaître la série d'erreurs qui le poursuivaient depuis le début de la vingtaine, et chaque fois que quelqu'un évoquait une responsabilité personnelle, elle balayait l'idée d'un revers de main. Écouter ces histoires ne m'a pas mise en colère, mais a au contraire renforcé ma détermination à me concentrer sur mon travail et à laisser la dynamique familiale évoluer sans intervenir. Au cours de cette année, Chicago est devenu bien plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu l'environnement où j'ai appris à faire confiance à mes capacités, à bâtir ma crédibilité professionnelle et à dissocier mon identité des attentes qui m'avaient si longtemps façonné. J'ai concentré mon énergie sur de nouvelles initiatives, en nouant des partenariats avec des organisations de toute la ville et en perfectionnant les systèmes qui permettaient à nos programmes de toucher un public plus large. La régularité de ma routine et la clarté de mes objectifs m'ont permis d'éviter le poids émotionnel qui accompagnait chaque message de chez moi. À l'arrivée de l'hiver, la distance entre ma vie et les drames familiaux m'a semblé délibérée plutôt qu'accidentelle. J'ai compris que progresser ne nécessitait pas l'approbation de ceux qui rejetaient mes ambitions. Cela exigeait de la constance, de la patience et la volonté d'avancer même lorsqu'ils refusaient de voir les changements qui s'opéraient sous leurs yeux. Ma carrière évoluait enfin à mon rythme, indépendamment de l'approbation de quiconque, et j'ai choisi de poursuivre dans cette voie. 2 mois plus tard, un courriel des RH atterrit dans ma boîte de réception. L'objet était si banal que je l'ouvris machinalement, pour me figer à la vue du nom du candidat. Un bref instant, je fixai l'écran sans bouger, le temps de retrouver le calme que j'avais appris à conserver dans ce poste. Le CV était authentique, la candidature était authentique, et rien dans cette situation ne semblait dû au hasard. Je fermai le courriel un instant, redressai ma posture, puis le rouvris avec la lucidité qu'exigeait ma fonction. Un peu plus tard dans la matinée, je descendis au rez-de-chaussée pour un point prévu avec l'équipe des opérations. En traversant le hall, j'entendis une voix familière qui changea l'atmosphère. Avant même de me retourner, je savais déjà qui était là. Cole était à l'accueil, redressant sa chemise d'un geste rapide qui semblait masquer une tension sous-jacente qu'il refusait d'admettre. Dès qu'il me vit, il releva le menton avec cette assurance désinvolte qu'il avait toujours eue, comme si le temps ne l'avait jamais humilié. Il s'avança légèrement, son ton empreint de la même supériorité calculée qu'il affichait depuis des années. « Alors, c'est ici que vous avez fini par travailler ? J'ai toujours pensé que vous seriez à classer des papiers ou à répondre au téléphone. Je ne croyais pas que vous feriez long feu dans un endroit pareil. » Il rit un peu, puis ajouta « Essayez de ne gêner personne aujourd'hui. » Je le saluai poliment et continuai mon chemin vers le couloir sans répondre à rien d'autre. La distance que je maintenais était délibérée, constante et ancrée dans la conviction que plus personne ne prenait plaisir à me rabaisser et à me considérer comme indigne d'attention. Je ne m'arrêtais pas. Je ne me retournais pas, et le silence que je gardais en disait bien plus long que n'importe quelle dispute. De retour à mon bureau, je rouvris mon CV. Une expérience professionnelle éparpillée dans des emplois de courte durée, des responsabilités de leadership exagérées de façon flagrante et des chiffres sans réelle substance. J'évaluais chaque section avec la même impartialité que pour tous les autres candidats. Pourtant, Cole ne semblait pas pouvoir répondre aux exigences du poste. Il fallait faire preuve de rigueur stratégique, d'esprit d'équipe et d'adaptabilité. Son parcours ne reflétait aucune de ces qualités. J'ai rédigé l'évaluation interne et l'ai soumise via notre système de recrutement. Les RH ont confirmé l'évaluation en quelques minutes et m'ont assuré que le dossier serait rejeté. La procédure était formelle, mais son impact émotionnel était bien plus complexe que prévu. Avant d'envoyer la lettre de refus, j'ai hésité, choisissant mes mots avec la précision requise. Ma décision n'était pas empreinte de colère, mais reflétait la réalité d'une vérité établie depuis des années. J'ai rédigé une brève réponse à l'attention des RH, incluant le libellé officiel du refus. La note accompagnant sa candidature disait en lettres capitales « Ne vaut pas un centime de refus ». Les RH ont jugé la décision conforme aux attentes et le dossier a été clos sans autre question. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le silence s'installer. Le service a continué ses activités comme à son habitude, indifférent à la complexité de cette simple décision d'embauche. J'ai respiré lentement, non pas par triomphe, ni par ressentiment, mais en prenant conscience du chemin parcouru depuis là. Personne que j'étais devenu et dont il s'était moqué. Rien de tout cela ne ressemblait à une vengeance. C'était plutôt une harmonie, comme si l'univers avait tracé une ligne nette entre passé et présent, me permettant de rester ferme sans amertume. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids de mon autorité s'installer, une autorité méritée plutôt qu'héritée. L'instant passa et je retournai à mon travail avec un calme empreint d'une force tranquille. Une semaine plus tard,
Le premier signe de changement se manifesta par une série d'appels entrants qui s'allumèrent sur mon téléphone avant même que je n'entre au bureau. L'écran affichait sans cesse le même nom et, bien que j'ai d'abord refusé de répondre, la sonnerie persistante créa une étrange tension qui me suivit dans l'ascenseur. Lorsque je mis enfin mon téléphone en mode silencieux, un nouveau message arriva, sur un ton si inhabituel que je pris le temps de le lire. Cole voulait me parler. Il insistait sur l'urgence. Il me demandait de le rappeler au plus vite. Il tenta alors une nouvelle fois avec un message de plus en plus hésitant, comme s'il n'avait plus d'excuses pour prétendre que tout allait bien. Je retournai à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable, espérant que la routine matinale me calmerait avant de devoir décider de la suite. Le téléphone vibra de nouveau et, un instant, j'envisageais de l'ignorer définitivement. Mais la curiosité, tempérée par la prudence, me poussa à décrocher. Cole commença à parler avant même que je puisse le saluer. Sa voix était tendue comme jamais, comme si les pics acérés qu'il adressait habituellement à mon égard s'étaient affaissés sous le poids d'un sentiment bien plus lourd que l'orgueil. Il dit être au courant de la lettre de refus. Il savait que je l'avais signée. Il connaissait parfaitement le contenu du courriel. Puis il expliqua qu'il avait besoin d'une autre chance, car tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Il affirma n'avoir plus d'équipe ni d'économie. Ses paroles sortaient d'un trait, donnant l'impression qu'il avait répété plusieurs versions avant de se résoudre à demander plutôt qu'à exiger. Il dit être prêt à accepter n'importe quel poste vacant. Il dit avoir besoin de travailler immédiatement. Il m'a dit que je devais comprendre ce que signifiait la famille. Maman a appelé moins de 10 minutes plus tard. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais ni si j'avais le temps de parler. Elle est allée droit au but, répétant que les familles se soutiennent quoi qu'il arrive. Elle a dit « Mon travail m'a permis d'ouvrir une porte à Cole ». Elle a ajouté « Refuser d'aider aurait été cruel ». Papa est resté silencieux, mais j'ai perçu son faible accord dans les brefs silences qui suivaient ses propos. Aucun d'eux n'a demandé si Cole avait les qualifications requises pour le poste. Aucun d'eux n'a demandé comment l'équipe serait affectée si j'embauchais quelqu'un qui ne remplissait pas les conditions. Leur attention restait focalisée sur l'idée d'obligation, comme si mon poste existait pour réparer les conséquences de sa décision. Quand j'ai expliqué les critères d'embauche qui régissaient chaque service sous ma responsabilité, maman s'est énervée. Elle a insisté sur le fait que les règles pouvaient être assouplies pour le bien de la famille. Elle a dit que les exceptions étaient normales. Elle a suggéré que la compassion primait sur les règles. J'ai parlé avec soin, choisissant chaque mot avec la stabilité que procure la certitude que la responsabilité ne se trompait pas sous le coup de l'émotion. Je lui ai dit que Cole ne remplissait pas les critères. Je lui ai dit que lui confier le poste mettrait en péril l'édifice que j'avais mis tant d'efforts à construire. Je lui ai dit que ma décision était déjà prise et consignée par écrit. Elle a raccroché sans répondre. Cole a rappelé le soir même. Cette fois, le désespoir avait fait place à la colère. Il m'a accusé de l'humilier. Il a dit que je lui devais de l'aide. Il a prétendu que j'avais toujours profité d'opportunités qui, selon lui, auraient dû lui revenir. Plus il parlait, plus il devenait évident qu'il ne cherchait pas de travail. Il cherchait un coupable. La conversation s'est brutalement interrompue lorsqu'il m'a traité d'ingrate et de mesquine, comme si ces mots pouvaient me faire culpabiliser. J'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi fut comme le premier. Véritable moment de paix de la semaine. Quelques jours plus tard, un événement inattendu s'est produit, me faisant hésiter à chaque fois que je prenais mon téléphone. Mes notifications étaient inondées de captures d'écran de collègues, de connaissances et de parents éloignés qui semblaient tous découvrir la même chose au même moment. Cole avait publié un message public sans me nommer directement. Pourtant, il n'y avait aucun doute sur la personne qu'il visait. Le ton de son message était fortement empreint de trahison, et il se présentait comme la victime d'un frère ou d'une sœur froide qui avait instrumentalisé le succès. Il laissait entendre que sa vie s'était effondrée parce qu'un proche avait choisi l'ambition plutôt que la loyauté, et ses abonnés ont inondé les commentaires de messages de sympathie. En moins d'une heure, plusieurs membres de sa famille ont republié son message en y ajoutant leurs propres accusations. Certains écrivaient que les liens familiaux étaient sacrés et qu'il était honteux d'oublier ses origines. D'autres suggéraient que certaines personnes ne se souvenaient de leurs racines que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Il était clair qu'aucun d'eux ne comprenait la moindre chose de ce qui s'était réellement passé. Pourtant, chacun se sentait justifié de réécrire l'histoire pour la faire coller à la version qui le confortait dans son sentiment de supériorité morale. Aucun ne m'a contacté directement pour connaître la vérité. Ma mère m'a envoyé un message plus tard dans la soirée. Son message était long et poignant, rempli de déclarations qui m'ont laissé un instant sans voix. Elle écrivait que j'avais poussé Cole à bout au pire moment. Elle insistait sur le fait que j'aurais dû intervenir avant qu'il ne perde tout. Elle m'accusait de l'avoir humilié en refusant l'offre d'emploi.
Elle disait qu'une famille devait rester unie et que mon refus de l'aider lui prouvait que j'accordais plus d'importance aux inconnus qu'à ma propre famille. J'ai relu son message plusieurs fois avant de décider de ne pas répondre immédiatement, car chaque phrase reflétait une version des faits qu'elle avait acceptés sans la remettre en question. Papa n'a rien dit. Son silence était lourd de sens. Et si une partie de moi voulait croire qu'il se taisait pour éviter d'envenimer la situation, une autre comprenait que le silence valait souvent acquiescement, même subtil. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas cherché à savoir ce qui se passait réellement. Cette absence de toute tentative de compréhension était plus blessante que n'importe quelle accusation. Pendant tout ce temps, la charge de travail au bureau exigeait toute mon attention. Un projet important approchait d'une phase critique, et chaque membre de mon équipe comptait sur moi. La complexité des décisions exigeait de moi que je reste concentré, même lorsque ma vie personnelle semblait vouloir me plonger dans le chaos. Au lieu de laisser les distractions extérieures interférer avec mes responsabilités, j'ai canalisé toute mon énergie pour maintenir la clarté que je savais indispensable à la situation. L'équipe de direction a remarqué ma capacité à garder mon calme sous pression. Ils ont observé ma communication avec les différents services, ma gestion des demandes contradictoires et l'engagement dont j'ai fait preuve tout au long du processus, malgré des délais serrés. Leurs retours ont témoigné d'une profonde appréciation pour la stabilité que j'ai apportée au projet, surtout à un moment où beaucoup auraient eu du mal à concilier préoccupations personnelles et obligations professionnelles. Cette reconnaissance m'a rappelé que la croissance est souvent plus évidente dans les moments de tension que dans le confort. Les jours suivants, les notifications concernant la publication de calls se sont peu à peu estompées, remplacées par d'autres publications. J'ai désactivé les notifications de plusieurs discussions de groupe pour préserver mon sang-froid et je me suis rappelé que je n'avais à me justifier auprès de personne pour une décision fondée sur des normes justes et professionnelles. Quelques proches ont continué à publier des commentaires vagues sur la loyauté, mais l'impact de leurs paroles s'est estompé lorsque j'ai cessé de leur donner accès à mon espace émotionnel. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Et pour la première fois depuis le début, j'ai ressenti une véritable harmonie entre mes valeurs et le sens que je donnais à ma vie. 3 mois plus tard, un autre courriel du siège est apparu dans ma boîte de réception. Son objet était si bref, mais si prometteur, que je l'ai ouvert avant même de m'asseoir. Le message confirmait ma promotion au poste de responsable régional, un poste qui élargissait toutes les responsabilités que j'assumais déjà et plaçait plusieurs nouveaux départements sous ma supervision. Cette reconnaissance était d'autant plus importante qu'elle couronnait des années d'efforts jamais reconnus au sein de mon entreprise. J'ai accepté l'offre avec sérénité, m'accordant un instant de calme pour apprécier le chemin parcouru sans le soutien dont j'avais cru avoir besoin. Ce rôle impliquait de superviser plusieurs équipes, d'affiner les stratégies opérationnelles et de gérer les budgets de plusieurs initiatives en cours. Je passais de longues soirées à concevoir de nouveaux programmes de formation pour les nouvelles recrues, car je souhaitais que chaque département se développe durablement. En consultant le nouvel organigramme, j'ai réalisé que l'autorité que je détenais désormais aurait été inimaginable lorsque je vivais encore à Boulder, essayant de prouver ma valeur à des personnes qui avaient déjà décidé que je n'en valais aucune. Le contraste entre mon passé et mon présent rendait cette réussite encore plus significative. À mesure que mon travail prenait de l'ampleur, Cole s'enfonçait dans une spirale infernale qui se propagea dans toute la famille comme une onde de choc silencieuse. Sa déclaration de faillite fut rapidement enregistrée, et peu après, j'appris par des parents éloignés que sa voiture avait été saisie. La dernière nouvelle en date venait d'un ancien voisin qui m'informa avoir reçu une assignation pour impôts impayés. J'écoutais sans rien dire, ne me sentant plus obligé de porter le poids émotionnel de situations dont je n'étais pas responsable. Ma mère s'épuisait à défendre Cole en blâmant l'argent, la malchance ou quelqu'un qui lui passait par la tête. Mon père se contentait généralement d'acquiescer d'un air las, laissant transparaître sa propre frustration. Leur message exprimait de l'inquiétude, de la confusion et l'espoir que tout pouvait encore s'arranger, mais aucun de leurs mots ne faisait référence au choix qui avait conduit Cole à cette situation. Je répondais poliment, limitant les conversations à des échanges brefs, car je ne voulais plus être entraîné dans ce cycle qui m'avait épuisé pendant des années. À mesure que mon nouvel emploi du temps se stabilisait, je trouvais un rythme qui me permettait de retrouver un équilibre dans ma vie, pour la première fois depuis longtemps. J'ai cessé de consulter les nouvelles de Boulder et je me suis éloigné des conversations centrées sur la culpabilisation ou le déni. La paix s'est installée progressivement, façonnée par les limites que j'avais appris à protéger. J'ai compris que la distance n'était pas une punition, mais une étape nécessaire pour préserver le bien-être que j'avais si durement bâti. Forte de cette compréhension, j'ai laissé le passé là où il devait être et j'ai avancé sans hésiter. Ce chapitre de ma vie m'a appris que ma valeur personnelle ne se mesure pas à l'approbation de ceux qui refusent de la voir. La croissance exige des limites qui protègent l'espace où la confiance et la lucidité peuvent s'épanouir sans interférence.
Même lorsque la famille attend une loyauté inconditionnelle, il est important de choisir ce qui renforce mon avenir plutôt que ce qui m'épuise. Lâcher prise n'est pas une cruauté lorsque c'est le seul moyen de rester entier, inébranlable et honnête quant à ce que l'on mérite. Merci de m'avoir accompagné à chaque étape de cette histoire. J'apprécie le temps, l'attention et l'empathie que vous m'avez accordé tout au long de ces expériences. Votre présence compte plus que vous ne le pensez. Si un aspect de ce parcours vous a touché, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos réflexions pourraient aider d'autres personnes confrontées à des choix similaires. J'ai hâte d'entendre votre point de vue et de poursuivre cette conversation avec vous.